Trump a brisé Netanyahou. Une trahison que personne n'avait vu venir. Pourtant, Trump, c'était son allié, son protecteur, son ami même. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Et aujourd'hui, je vais te révéler l'arme secrète que Trump a utilisée pour arnaquer Netanyahou. Un piège redoutable, mais surtout une leçon qui pourrait transformer ta vie. Et si tu veux la découvrir, alors, regarde ça. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Trump envoie un signal choquant à Netanyahou. Il négociera directement avec les Iraniens. Oui, les ennemis jurés d'Israël. Nous avons des discussions directes avec l'Iran. C'est une annonce que personne n'avait vu venir. La reprise des discussions entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. Elles ont commencé, elles se poursuivront samedi. Nous aurons une très grande réunion. Et nous verrons ce qui peut se passer. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'un accord serait préférable, à l'évidence. Netanyahou, lui, militait depuis des années pour que l'Amérique frappe l'Iran. Il voulait une guerre, un effondrement total du régime iranien. Mais Trump choisit la diplomatie. Et surtout, il ne prévient personne. Pour Netanyahou, c'est une claque, une humiliation silencieuse. Un coup de poignard venu de son propre camp. Nous traitons directement avec eux. Vous savez, beaucoup de gens disent « Oh, peut-être que vous passez par des substituts et que vous ne traitez pas directement, mais par l'intermédiaire d'autres pays. » Non, nous traitons directement avec eux. Et peut-être qu'un accord sera conclu. Ce serait formidable. Ce serait formidable pour l'Iran, je peux vous le dire. Mais j'espère que nous n'aurons pas à nous pencher sur cette question. Nous avons une réunion très importante samedi, quasiment au plus haut niveau. Mais ce n'était pas la première trahison. Parce que, quelques mois plus tôt, Trump avait déjà lancé un autre coup. Le cessez-le-feu à Gaza. Le même que Biden n'avait jamais réussi à imposer en 2 ans de mandat. Trump, lui, l'a imposé en quelques jours. Et c'est là que tout devient fascinant. Pourquoi Trump a réussi là où Biden a échoué? La réponse va te surprendre. Les 2 hommes avaient exactement le même plan de paix. Le même cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Les mêmes conditions, les mêmes objectifs. Mais Biden a échoué. Tandis que Trump a réussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le plan qui compte, c'est la méthode. Et c'est là que tout bascule. On est un lundi matin. À la Maison-Blanche, Trump est installé derrière son bureau. Il réfléchit un instant. Puis, lève les yeux vers Steve Witkoff, son émissaire. Il ne tourne pas autour du pot. Il lui donne un ordre, net et précis. Va voir Netanyahou. Dis-lui qu'il doit signer ce cessez-le-feu. Pas de discussion, pas de négociation. Witkoff acquiesce et s'exécute immédiatement. Quelques heures plus tard, il atterrit en Israël et se rend directement à la résidence du Premier ministre. Mais là, surprise, Netanyahou refuse de le recevoir. Avec un sourire assuré, il lâche une excuse imparable. C'est Shabbat, je ne peux pas avoir de réunion. Une justification religieuse inattaquable. Du moins, c'est ce qu'il croit. Parce qu'il ignore une chose. Une chose qui va tout faire basculer. Trump déteste qu'on lui dise non. Encore plus quand il sent qu'on essaye de l'arnaquer. Pourquoi est-ce que Trump a le sentiment que Netanyahou essaye de le rouler? Parce que Netanyahou ment. Il l'a toujours fait. Obama le savait. Sarkozy le savait. Tout le monde le savait. Mais Netanyahou s'en moquait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait un secret terrible. Un secret
qui lui avait toujours permis de s'en sortir. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette fois, il était tombé sur le seul homme qu'il ne pouvait pas manipuler. Faut que je te raconte un événement qui a presque fait basculer le monde. L'histoire commence par une erreur. Un simple micro restait allumé lors d'un sommet international. Dans une salle confidentielle, Barack Obama et Nicolas Sarkozy échangent en privé. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Mais ce qu'ils disent va être entendu par le monde entier. Un micro resté ouvert en dit souvent beaucoup plus que des échanges diplomatiques formels. On a appris ce lundi soir que lors du G20 de Cannes, Nicolas Sarkozy avait déclaré à Barack Obama que Benyamin Netanyahou était un menteur et qu'il ne pouvait plus le supporter. « Tu en as marre de lui, mais moi je dois traiter avec lui tous les jours », a rétorqué son homologue américain selon le site Arrêt sur Image. La cause de ces fuites croustillantes, des micros déjà ouverts avant la conférence de presse Obama-Sarkozy et des journalistes qui ont pu profiter de l'échange privé. Ce sont des blogs israéliens qui les premiers auraient sorti le verbatim. Des indiscrétions embarrassantes en tout cas pour l'équipe Washington-Paris-Tel Aviv qui tente d'afficher son union face au dossier du nucléaire iranien par exemple. Deux chefs d'État, deux des hommes les plus puissants du monde, fatigués, à bout. Mais Netanyahou, il s'en moque. Pourquoi ne semble-t-il pas inquiet? Pourquoi n'a-t-il jamais peur des conséquences? Parce qu'il sait quelque chose que les autres ignorent. Quelque chose qui lui permet de mentir, de manipuler, de contourner, sans jamais être inquiété. Il y a quelques années de cela, il y a une vidéo qui avait fait surface. Cette fois, ce n'était pas un micro oublié. C'était Netanyahou lui-même qui parlait. Il était dans un cadre intime, avec des familles, loin des caméras officielles. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais quelqu'un filmait. Et ce que Netanyahou a dit ce jour-là va marquer l'histoire. Je vais vous expliquer comment j'ai interprété les accords d'Oslo pour éviter de rendre les terres conquises en 67. Personne n'a précisé ce que ça veut dire, une zone militaire. Ça peut être aussi des zones de sécurité, d'après moi, comme la vallée du Jourdain, par exemple, ou bien les colonies autour. Mais que va dire le monde? Qu'ils parlent, qu'ils parlent. Laisse-les parler. L'impact de la méthode Netanyahou apparaît clairement sur une carte. L'interprétation des accords d'Oslo a offert à Israël le contrôle de la majorité des territoires palestiniens. Le nombre des colons a été multiplié par 3. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour faciliter la reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes pour la solution de 2 États. Nous sommes fermement contre les colonies illégales. Les Israéliens devraient savoir que construire des colonies sans cesse, c'est contre-productif pour atteindre la paix. Et qu'un État indépendant palestinien doit être viable avec de vraies frontières. Même Benyamin Netanyahou, l'actuel chef du gouvernement israélien, est venu l'affirmer devant le Congrès américain. Nous reconnaissons qu'un État palestinien doit être assez grand pour être viable, pour être indépendant et pour être prospère. Le bon docteur Netanyahou a le pouvoir en Israël, alors pourquoi n'y arrive-t-il pas? Peut-être parce que Mr Benjamin lui savonne secrètement la planche. En 2010, une télévision israélienne diffuse un petit film amateur datant de 2000. Netanyahou y explique comment il a bloqué les premiers accords de paix d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens. Ce moment n'aurait pas dû être filmé. Benyamin Netanyahou vient rendre visite à une colonie victime d'une attaque terroriste. Il veut parler en toute liberté. Non mais éteins ça, sinon je ne peux pas parler. Est-ce qu'il... L'essentiel, c'est avant tout de les frapper. Pas une seule fois, mais plusieurs fois, de manière très douloureuse.
que le prix qu'ils payent soit insupportable. Jusqu'à présent, le prix à payer n'est pas insupportable. Je veux dire, une attaque à grande échelle contre l'autorité palestinienne, leur faisant craindre que tout est sur le point de s'effondrer. Et c'est la peur qui les pousse à... Attends, mais le monde va dire que ce sont nous les agresseurs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu n'as pas peur de ce qu'ils vont dire, Bibi? Spécialement avec les États-Unis aujourd'hui. Je sais comment ils sont. L'Amérique, c'est quelque chose que tu peux facilement manœuvrer et faire bouger dans la bonne direction. Et même s'ils disent quelque chose, ils disent quelque chose. Et alors, 80% des Américains nous supportent. C'est absurde. Regarde, je n'avais pas peur de manœuvrer. Je n'avais pas peur de confronter Clinton, de confronter l'ONU. Dans cet extrait qu'on n'aurait jamais dû voir, tout est dit. Il ne craint pas les réactions des chefs d'État. Il sait qu'il peut leur mentir. Il sait qu'ils protesteront, mais qu'ils ne feront rien. Et pendant des années, ça a fonctionné. Mais la vérité, c'est que Netanyahou a fait une erreur. Parce que tout le monde comprend que, dans le fond, t'es pas vraiment digne de confiance. Et quand t'es pas digne de confiance, tu finis par perdre ta seule véritable arme, ta crédibilité. Même son propre peuple n'a plus confiance en lui. C'est inédit pour le Premier ministre israélien. En pleine guerre sur plusieurs fronts, au Liban, à Gaza, Benjamin Netanyahou s'en prend directement à l'armée et aux services de sécurité d'Israël. Dans une vidéo de 9 minutes publiée sur ses réseaux sociaux, il déclare que lui, et par la même occasion Israël, ont été trahis par ces instances. Il les accuse d'avoir dissimulé des informations sur la stratégie du Hamas et d'en avoir divulgué d'autres, mettant en danger la sécurité du pays. Une contre-attaque pour défendre l'un de ses proches collaborateurs, Eli Feldstein, accusé d'avoir diffusé des documents confidentiels dans le but d'atténuer la pression publique et les critiques à l'encontre du Premier ministre israélien après l'assassinat de 6 otages par le Hamas fin août. Ce à quoi nous assistons, c'est à une guerre civile des mots. Le Premier ministre n'a pas de milice privée, mais nous assistons à une guerre ouverte, à une semi-guerre entre le gouvernement et les agences de sécurité de l'État. Un Benjamin Netanyahou sous pression entre inculpation pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale et attaque dans son propre pays. À Tel Aviv, les familles des otages toujours détenus à Gaza sont plus que jamais en colère. Nous ne faisons pas confiance à Netanyahou. J'ai l'impression que mon gouvernement me trahit. Samedi, la branche armée du Hamas a annoncé la mort d'une otage dans une zone d'opération de l'armée israélienne dans le nord du territoire palestinien. Mais lui, il s'en fout, il s'en fiche. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Parce que, dans le passé, il y a eu une exception. Un président qui n'a pas mâché ses mots. Un homme qui, en une seule rencontre, l'a fait trembler. Qui est donc cet homme qui a fait trembler Benjamin Netanyahou? Ce jour-là, tout a changé. C'était un face-à-face, un duel de titans. Et Netanyahou pensait mener la danse. Mais cette fois, il était tombé sur un mur. En face de lui, Jacques Chirac, le président de la République française. Et sur ce coup-là, il ne sourit pas. Il ne salue pas Netanyahou avec chaleur. Il le fixe avec un regard froid. Et avec un ton sec, il va remettre les pendules à l'heure. Puisque vous parlez de Jacques Chirac et d'Israël, rapidement après l'assassinat de Yitzhak Rabin, on le sait, c'est Benjamin Netanyahou qui a été élu en tant que Premier ministre. Et là, les relations se sont nettement dégradées. Oui. Pas entre vous et Chirac, mais entre Chirac et Netanyahou, les relations ont été catastrophiques. Vous racontez que lors d'un entretien entre Chirac et Netanyahou, Jacques Chirac lui dit, on va voir la citation à l'écran d'ailleurs, Jacques Chirac lui dit « Je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche. Toute votre politique, on le voit ici, consiste à provoquer les Palestiniens. » C'est raconté de votre livre. Et vous avez assisté à cette scène. J'étais à cette conversation, c'était, je crois, en 90... Il a dit ça à Netanyahou, hein, pas à vous. À Netanyahou, non pas à moi. Avec moi, il était gentil.
il n'aimait pas Netanyahou. Il n'aimait pas, peut-être, il n'aimait pas certainement pas la politique, et peut-être même qu'il n'aimait pas Netanyahou personnellement. Je ne sais pas. Je peux vous dire, Julien, que je n'ai jamais assisté, et croyez-moi, j'ai assisté à des centaines de conversations entre chefs d'État. Je n'ai jamais assisté à une conversation pareille où vous avez le président français qui dit au Premier ministre israélien « Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, tout ce que vous faites, ce sont des provocations contre les Palestiniens. » Et Netanyahou, il est resté impassible. Netanyahou est devenu tout blanc. Mais il n'est pas parti, il est resté. Chirac est devenu tout rouge, de colère. Netanyahou tout blanc. Il est resté, il a serré les dents, il y a eu un silence de quelques secondes, et Netanyahou a continué d'expliquer sa politique. Et Chirac était comme ça, et Netanyahou était livide. Vous pouviez entendre une mouche, un moustique dans la chambre. Il y avait un silence total. Et on est parti, et quand on est sorti, Netanyahou, il a poussé. Ah, heureusement que c'est fini. Un grand soupir comme ça. J'ai jamais vu une scène pareille, jamais de ma vie. Avec ce franc-parler, Jacques Chirac ne laisse aucune échappatoire à Netanyahou. Chaque tentative de manipulation est réduite en cendres. Chaque faux fuyant est écrasé par la fermeté du président français. Netanyahou devient livide. Et pour la première fois de sa carrière, il n'a aucune prise sur son interlocuteur. Parce que Chirac ne joue pas. Il ne cherche pas d'accord en coulisses. Il impose. Et Netanyahou le sent. Et ce jour-là, il comprend qu'il a perdu. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Trump. Le même mystère, la même méthode. L'utilisation d'une arme secrète qui fait plier ton interlocuteur. Et cette arme secrète que tu vas découvrir va tout changer. Tu te souviens, en début de vidéo, je t'avais parlé de Trump et Biden, qui avaient le même plan de paix. Mais voici la différence entre les deux hommes que personne n'a vu venir. La différence entre Trump et Biden, ce n'est pas leur message, ce n'est pas leur stratégie, c'est leur terrain de jeu. Imagine une partie d'échecs. Joe Biden, comme tous les autres présidents avant lui, joue selon les règles établies. Il avance ses pions prudemment. Il suit la diplomatie. Il construit des alliances. Et il évite les confrontations directes. Chaque pièce a sa place. Chaque mouvement est réfléchi, diplomatique, prévisible. C'est la politique classique, celle des Obama, des Sarkozy, des Merkel. Une politique basée sur la stabilité et la retenue. Mais Netanyahou connaît ce jeu par cœur. C'est son terrain. Je dirais même que c'est son royaume. Depuis des décennies, il manipule ce système. Il ment, il esquive, il retarde. Et il sait que, quoi qu'il fasse, personne n'ira trop loin. Parce qu'en politique, la plupart des dirigeants respectent les limites. Mais Trump, lui, Trump ne respecte rien. Au fait, Trump, c'est le chaos incarné. Là où Biden suit les règles, Trump renverse l'échiquier. Il ne joue pas aux échecs, il casse le plateau. Ses décisions sont brutales. Ses réactions sont imprévisibles. Il ne suit aucun script. Trump est un électron libre. Et il possède l'arme la plus redoutable en politique. L'imprévisibilité totale. C'est ce qu'on appelle la théorie du madman. Un concept terrifiant, popularisé par un ancien président américain, Richard Nixon, et cela pendant la guerre froide. L'idée c'était quoi? C'était de faire croire à ses ennemis qu'il était prêt à tout, même à l'impensable. Ainsi, il ne savait jamais si le président bluffait ou s'il était réellement capable d'appuyer sur le bouton rouge nucléaire.
C'est une stratégie qui a paralysé l'URSS et qui aujourd'hui est en train de paralyser Netanyahou. Parce que quand tu fais face à quelqu'un comme Donald Trump, tu ne peux plus anticiper, tu ne peux plus manipuler, parce que tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Et ça, Netanyahou l'a compris trop tard. Lui qui avait l'habitude d'utiliser les présidents comme des pions, se retrouve face à un homme qui peut tout détruire d'un simple tweet. Un homme qui ne pense pas aux conséquences, mais qui ne pense qu'à sa propre légende. Un homme qui, en un claquement de doigts, peut couper l'aide militaire, mettre Israël sous pression, changer toutes les règles du jeu, sans remords, sans hésitation. Et là, pour la première fois de sa carrière, Netanyahou n'a aucune prise, aucun levier. Ses tactiques habituelles, elles ne fonctionnent plus. Comment manipuler quelqu'un qui est prêt à tout? Comment, dans le fond, négocier avec le chaos? Et là, tu comprends que ce n'est plus Netanyahou qui contrôle la partie. C'est Trump qui tient les rênes. Et la suite va te choquer. Selon moi, il y a une véritable trahison. Une trahison que Netanyahou n'a pas vu venir. Ce n'est pas le cessez-le-feu qui l'a détruit. Ce n'est pas la pression diplomatique. C'est sa lecture de Donald Trump. Dans le fond, Netanyahou pensait avoir un allié, mais il a trouvé un prédateur. Il croyait connaître le jeu. Il croyait savoir manipuler les présidents. Il croyait que Trump était différent. Et il avait raison. Trump est différent, mais pas comme il l'imaginait. Netanyahou pensait avoir un ami, un partenaire, un allié inébranlable. Mais Trump ne joue pas à ce jeu-là. Trump n'a pas d'allié. Trump n'a pas d'amis. Il utilise les gens, puis les jette quand ils ne servent plus. Et Netanyahou, il vient de devenir inutile. Elle est là, la véritable trahison de Trump. Trump ne joue qu'à un seul jeu, celui de sa légende. Tout ce qu'il fait, chaque décision, chaque négociation, chaque confrontation, c'est pour construire son mythe, son histoire, son héritage. Peu importe les alliances, peu importe les promesses, peu importe les pactes. S'ils ne servent plus son image, ils sont sacrifiés. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Netanyahou. Ce qui est marquant dans cet épisode géopolitique, c'est que, tu vois, Netanyahou, moi je le connais depuis que je suis gamin. Le mec a de la bouteille, il a de l'expérience. Et tu vois, malgré toutes ces affaires politiques, malgré que même le peuple israélien se soulève contre cet homme. Nos otages ne sont pas des objectifs contradictoires, ce sont des objectifs qui sont liés l'un à l'autre. Mais pour ces Israéliens venus manifester, la reprise des combats met au contraire les otages encore présents dans l'enclave en danger. La réalité nous a déjà prouvé que la guerre ne ramènera pas les otages. Elle les tuera. Seul un accord visant à les ramener tous, en une seule phase, les ramènera tous. Je suis horrifiée parce que de nombreux otages qui sont revenus nous ont raconté ce qu'ils ont ressenti et ce qu'il s'est passé lorsqu'Israël a bombardé Gaza. Et certains d'entre eux ont été tués à cause de ces bombardements. Les opposants au Premier ministre l'accusent de vouloir poursuivre la guerre afin d'assurer sa survie politique. Benyamin Netanyahou refuse de créer une commission d'enquête sur le 7 octobre qui pourrait être dommageable pour son gouvernement. Plusieurs de ses proches sont également visés par une enquête du Shin Bet, la sécurité intérieure, dont le Premier ministre a annoncé vouloir limoger le patron. Son peuple se soulève contre lui car il sait qu'il fait des magouilles. Il arrive toujours à retomber sur ses pattes, comme un chat. Et
le truc qui m'a marqué, c'est sa manière d'être déstabilisé par Donald Trump. Au fait, il sait pas par où le prendre, tu vois. C'est comme du savon. Ça part dans tous les sens. Et cette relation géopolitique, elle nous dit quelque chose sur nos propres vies, sur nos relations. Au fait, Donald Trump, c'est quelqu'un qui joue pour sa propre légende, pour sa propre personne, tu vois. Je veux faire Make America Great Again. T'as vu l'accent du Connecticut? Je veux refaire une grande Amérique. Pourquoi? Parce que j'ai aussi envie de rentrer dans la légende. C'est quelqu'un qui a de l'ego, qui a ce besoin de reconnaissance. Et c'est cet ego, ce besoin de reconnaissance qui est au centre de tout. Raison pour laquelle cet homme est imprévisible. Parce qu'aujourd'hui, il peut prendre une décision. Et demain, il peut prendre une décision totalement contraire à partir du moment où elle va dans le sens de sa légende personnelle. Tandis que les autres hommes politiques avec qui Netanyahou a l'habitude de négocier, ce sont des gars qui restent dans le cadre, tu vois, qui face aux caméras font bon chic, bon genre. Donc il sait comment les manipuler, parce qu'ils sont dans le cadre. Tandis que Trump, lui, il est hors du cadre. Il est imprévisible. Et c'est ça sa force. Et c'est ça l'élément que l'on doit retranscrire dans nos propres vies, que ce soit professionnel ou personnel. Je m'explique. Je fais des gestes parfois, des gestes de danse et tout, mais bon, pour être plus sérieux. Tu vois, moi ce que ça me dit, c'est que on doit faire attention à nos relations. Tu vois, Netanyahou, dans le fond, il est devenu dépendant des Américains. Et à partir du moment où c'était Joe Biden, ça allait. Parce que Uncle Joe, il était prévisible. Il était dans le cadre. Mais Donald Trump, il n'est pas dans le cadre. Et tu as quelqu'un qui, du jour au lendemain, peut décider d'arrêter de t'envoyer des armes. Qui, du jour au lendemain, peut dire « Je vais écrire un tweet contre toi pour te faire tomber. » Et donc, il est coincé. Et tu vois, parfois, dans nos relations professionnelles, on peut faire face à quelqu'un d'imprévisible. Quelqu'un qui un jour va te dire « on fait ça » et le lendemain va te dire « on fait tout le contraire ». Et toi, tu vas perdre ton énergie, ton temps à faire des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'est pas centrée sur un rapport win-win dans votre relation. Non. Elle est concentrée sur un rapport d'intérêt propre. Parfois, c'est le besoin de reconnaissance. Parfois, c'est « moi, je dois gagner plus que cette personne ». Et donc, tu tombes dans un engrenage toxique. Parce que chaque jour où tu te réveilles, tu ne sais pas si ton partenaire va faire quelque chose qui va aller contre toi ou pour toi. Et c'est là que tu deviens dépendant. C'est là que tu es coincé. Et ça peut arriver dans des relations professionnelles comme des relations amoureuses, amicales, familiales. Au fait, tu as besoin de faire confiance à des personnes qui sont fiables. Et là, il y a un exemple qui me vient en tête. Là, sur Netflix, je suis en train de regarder une série. Et je la regarde totalement en anglais, tu vois, pour améliorer mon anglais. Et cette série, peut-être que tu la regardes aussi. Elle s'appelle Power. Dedans, il y a le rappeur 50 Cent, et il y a d'autres acteurs qu'on ne connaît pas vraiment. Mais enfin bref, l'idée, elle est où? C'est que tu as un grand dealer de cocaïne, de drogue, qui s'appelle James St. Patrick. Et James, quand tu le regardes comme ça, tu peux te dire « Non, ce mec-là, il est fiable, tu vois, il a l'air d'être carré et tout, il est bien habillé, etc. » Mais James, il a une faiblesse, un défaut. C'est son rapport à l'amour.
Tu vois, James, il a fondé une belle famille, il a une belle femme, il a des beaux enfants, il est riche, il a de l'argent. Bon, cet argent est d'origine douteuse, mais tu vois le tableau. Et un jour, il a revu un amour d'enfance, Angela Valdez. Et le mec, tu vois, ses sentiments amoureux ont refait surface. Et il a oublié sa famille, il a oublié son business, il a oublié ses amis. Il était devenu imprévisible. Pourquoi? Parce que le centre de sa vie tournait autour de Angela. Il était amoureux d'elle. Et à force de n'être que centré sur cet amour, il a perdu tout ce qu'il avait autour. Sa famille, ses amis, son argent. Tout s'est effondré comme un château de cartes. Parce qu'il calculait tout en fonction de son intérêt amoureux. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Raison pour laquelle, quand tu t'associes avec un partenaire, que ce soit dans le business ou amicalement ou amoureusement, je veux que tu l'analyses. Et je veux que tu te demandes si cette personne est fiable ou imprévisible. Et comment est-ce que tu fais? Tu essayes de voir si elle a un besoin de reconnaissance, si elle est amoureuse aveuglément, si elle a un rapport à l'argent qui est toxique, et enfin, si cette personne est facilement manipulable. Tu sais ce que j'aime bien avec Trump? C'est que tu vois, les politiques ont souvent un faux vernis, tu vois. Un faux vernis de personnes cool, sympas, gentilles, qui rentrent dans le cadre. Alors que je pense que pour être un vrai politique, faut avoir de la brutalité en soi. Et souvent, chez certains politiques, leur brutalité, elle est mesquine. Elle est machiavélique. On la voit pas. Tandis que Trump, lui, c'est open bar, c'est à ciel ouvert. Tu vois tout, il te montre tel qu'il est. Et je pense que faut pas rentrer dans la détestation de Trump, tout comme faut pas rentrer dans une adoration aveugle. Non. Faut voir les choses avec équilibre et comprendre ce que tu peux en retirer. Et à travers ce contexte géopolitique, il y a une chose qu'on va en retirer. C'est la fiabilité. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire « fiable ». Je répète, fiable. Je veux que ce mot soit gravé dans ton cerveau. Que ce soit pour tes relations amoureuses, amicales et surtout professionnelles. Entoure-toi de gens qui sont fiables. Parce qu'il y a une caractéristique que j'ai oubliée. Je t'en avais dit 4. Même moi, je les ai oubliés. Attends. C'était besoin de reconnaissance, celui qui est dans le love aveuglément, celui qui est dans l'amour de l'argent et celui qui est facilement manipulable. Mais il y en a un cinquième. Et le cinquième, c'est quoi? C'en est un qui me fait pitié, qui m'attriste, mais qui est réel. Quelqu'un qui consomme de la drogue. Quelle que soit la drogue. Pourquoi? La drogue, ça bousille le cerveau. On pourra me dire ce qu'on veut. On pourra me sortir tous les arguments du monde. Moi, ce que j'ai vu dans mon existence, de mes propres yeux, c'est que les gens qui consommaient de la drogue, héros, coco, cannabis, je ne sais quel nom, ils ont tous un problème mental. Il y a un truc qui ne va pas dans la tête. Et à force de consommer, là, ils deviennent vraiment imprévisibles. Et cette relation que tu as avec eux, elle devient toxique. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont plus capables de raisonner. Ils se frustrent pour un rien. Ils s'énervent pour un rien. Et toi,
Si t'es avec eux, t'es embarqué avec eux dans cette situation toxique. Raison pour laquelle je veux que ce soit gravé dans ton esprit. Entoure-toi de gens qui sont fiables. Parce que c'est leur fiabilité qui va te permettre d'accomplir, de remplir tes missions les plus importantes dans ta vie. Et n'oublie pas, il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi.